Et on va parler d'un livre en fait qu'il a écrit, mais c'est le témoignage de son père, Messaoud Oulamara, un livre paru aux éditions Coucou, mais qui vient de sortir aussi aux éditions Ramadan aujourd'hui. On a juste l'un des premiers exemplaires. Voilà. Alors, je vais essayer de présenter un peu mon invité. Omar Oulamara est de formation scientifique. Il est titulaire d'un doctorat d'état en physique et il est ingénieur dans une compagnie internationale. Le militantisme, il connaît, il est même tombé dedans tout enfant. D'abord par héritage familial, puisque son papa, dont il sera question tout à l'heure, a été l'un des premiers responsables du PPA en Haute-Kabylie. Puis, Omar lui-même, il a rencontré le cours de berbère de Mouloud Mamri dans les années 60, début des années 70, à l'université d'Alger. Résultat, il va devenir un militant culturel en faveur en particulier de Tamazight, mais aussi politique, puisqu'il va adhérer d'abord au FFS dans les années 70, jusqu'en 79, et puis il militera au RCD. Alors il a beaucoup travaillé sur la langue berbère, et il a une expérience d'écriture, puisqu'il a publié plusieurs travaux berbères, 6 romans, 6 livres en tout cas, dont un consacré au dernier jour de Jugurtha. Mais c'est surtout bonjour, c'est surtout le témoignage donc de Messaoud Oulamara sous le titre Les Sentiers de l'Honneur dont on va parler ce soir. Alors c'est un travail. Il a recueilli, tu as recueilli la parole de ton père de 85 à 91, une série d'entretiens comme ça. Tu as achevé le livre en 92, mais il n'a été publié qu'en 2007, c'est-à-dire 6-7 ans après la mort de ton père, qui est mort en 2001. Donc il n'a jamais vu ce livre, hein, il n'a pas vu. Et la version française donc que tu as traduit toi-même, c'est-à-dire que c'est toi qui es passé de Tamazight en français, n'est sortie qu'en 2013. Alors, avant de parler de ton père, d'abord, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ma présentation? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu as envie de revenir ou Rien de particulier. Donc le seul point, c'est que j'ai vécu au village pendant presque les 17 premières années de ma vie. Donc j'ai quitté pour descendre à Alger. C'est pour ça que je reste villageois de cœur et d'esprit. D'accord. Et pourquoi donc ce livre, pourquoi il a mis tant de temps à sortir? Depuis l'achèvement du livre, ouais. Chacun a connu les événements qu'ont eu le pays. C'était une période de 92, 2000, tout le monde sait ce qui s'est passé en Algérie. Il y a une espèce de blanc, une espèce où la mémoire c'est presque éteinte. Moi, je n'ai jamais pensé à cette question, je n'ai pas d'explication. On avait l'impression qu'il se passait quelque chose une forme de fin du monde, et finalement, la fin du monde n'a pas eu lieu. D'accord. Alors, je vais tâcher de présenter un peu ton père. Il est né le 22 janvier 1913. Il est originaire, sa famille était originaire de Boudrel, chez Ben, là. Mais sa famille va s'installer très vite à Woudafel, pardon, Michelet. Il est d'une famille d'armuriers, hein, où on se transmettait le métier de père en fils. En 1937, il s'installe après avoir appris l'armurerie du côté de Tiaret, hein,
dans des ateliers de gens de son village, de sa famille qui était du côté de Pierrette. Il revient à Michelet, mais il n'arrive pas à avoir les autorisations nécessaires pour s'installer en tant qu'armurier. Donc il va s'installer comme commerçant, marchand de céréales. Très vite, il adhère au PPA en 1938. Et puis très vite, il va devenir le coordinateur pour le PPA du PPA pour la Haute-Kabylie. Bon, je vais passer comme ça certaines dates, mais on reviendra en détail dans la discussion qu'on aura tout à l'heure. Il fait partie des organisateurs de l'insurrection de 1945 qui va être annulée au dernier moment. Il est arrêté en mars 1947 suite au meeting de Msali à Michelet, dont il est un des organisateurs. Je pense que c'est la première fois que Msali est allé en Kabylie. Alors, pendant la crise de 48-49, il s'oppose à la direction du NTLD, mais on va revenir là aussi sur la question. Il participe à la constitution de l'organisation spéciale et il participe aussi très activement à tout le processus qui va mener au déclenchement de novembre 54. Il est arrêté en 55, il est libéré en 57 par erreur. Il monte au maquis de la Wilaya 3 et Ameroche lui confie la création d'une série d'ateliers de réparation et de fabrication d'armes. À l'indépendance, donc en 62, il s'occupe de l'intendance de la Wilaya 3. En 63, il participe au maquis du FFS, qu'il quitte très vite en raison de ce qu'il considérait comme un manque de clarté dans les objectifs de ce maquis. Et en 64, il quitte le FLN après avoir eu une altercation avec le colonel Mohamed El Hadj. D'ailleurs, il y a une très belle scène pendant laquelle le colonel Mohamed El Hadj lui dit j'ai l'impression que tu suis l'opposition, c'est bien ça, et Messaoud de Lamara qui lui répond oui, je suis l'opposition, mais je pensais que c'était toi l'opposition. Parce qu'il sortait de l'opposition lui-même. Enfin, en 65, après le coup d'État de Boumedienne, ce dernier lui envoie un messager, il voulait le recruter pour le Conseil de la Révolution, chose qu'il refuse. Alors, là, j'ai fait une présentation très très sommaire de ton père. Alors, j'ai commencé par te poser une question. Tu nous racontes un peu les circonstances de la construction de ce livre de témoignages. Avant de commencer, il marche pas. Il marche pas. C'est comment là, oui. Avant de commencer, donc deux mots. Nous sommes au sein de l'association de culture berbère, donc تيدوكلا ثمزرف هذا زوير سيبو ولنت مزرف هذا اللي ساقي يوراس سمازيد قبل دي فاس يورا ني قرب 10 سوق اسمعني دي فاس مزرف اسمه إنزا ذولت مزرف تيران تمازي. Ce que je souhaite à travers cette rencontre, c'est que ça déclenche chez chacun, au moins chez 2 ou 3 personnes ici, le réflexe, l'envie de faire quelque chose. Quand j'ai commencé à travailler sur ce qui est devenu ce livre, je n'étais ni historien, ni journaliste, j'étais professeur de physique à l'université, et j'étais enseignant de tamazight, de berbère à l'université. Donc ce n'était pas du tout mon métier, et c'est pour dire que plusieurs années après, donc il a le mérite d'exister. Et je souhaite que ça déclenche chez les personnes qui sont là, chez les personnes qui sont en face dans YouTube, que ça déclenche un réflexe de faire un témoignage sur un membre de leur famille, parce qu'on en a des acteurs historiques, de leur village, de leur tribu, ou de tout citoyen dont ils ont la connaissance. C'est difficile, mais on y arrive. Voilà le premier message que je souhaite passer.
En fait, l'histoire qui est relatée ici par Msaad Ammar, et enfin, c'est 30 ans de militantisme, 30 ans de vie très intense en Haute-Kabylie, dans la région de Michelet, la Wathiraten, la Tiemien, la Zouven, etc. Ce qui a déclenché l'élaboration de ce livre, l'élément déclencheur, d'abord l'histoire, je la connaissais bien avant ce livre, bien avant, avec tous les soirs, dès qu'on posait une question, il partait. Il était intarissable, interminable pour raconter des événements avec une précision, avec des noms, avec des dates de manière, on a l'impression qu'il y avait une mémoire. En fait, Msaad Ammar est un homme de l'ancien monde, même s'il a été scolarisé en français pendant 2 ans à l'école d'Azron, avec Khalifati Mahdam Qaran Khalifati Mahdam Qaran, qui est connu, ancien vice-président de Galaou Mazeran. Il a aussi appris la langue arabe en prison, que ce soit à Barwagia, et ça n'a pas cassé son processus mental d'une culture orale. Donc ils ont une mémoire que nous n'avons pas malheureusement, nous qui sommes à l'école. Donc l'histoire, je l'ai apprise presque, on la connaissait tous. Et ce qui a déclenché le livre, c'est, on a organisé, c'était le premier à venir intervenir publiquement à l'université de Tizi Ouzou après 80, j'étais enseignant. On avait une organisation, une association pour organiser des conférences, essayer de casser le monopole du FLN, et c'était le premier qui est venu parler du mouvement national depuis le début jusqu'après l'indépendance. Et le débat, donc son témoignage devant plus de 1000 étudiants et professeurs, m'a convaincu que le film était là et qu'il fallait passer à une étape suivante. Et 2 ou 3 semaines après, je lui ai posé la question. Je lui ai demandé est-ce qu'on peut faire quelque chose qui peut donner un livre. Il a été tout à fait d'accord. Et je ne sais pas, là maintenant j'essaie de me souvenir comment j'ai amené le sujet, et surtout comment je lui ai dit on ne va pas commencer de manière un peu ce que tu as raconté à l'université. Est-ce que tu peux prendre des notes sur quelques feuilles pour qu'on puisse démarrer avec ça? Je suis revenu le voir 3 ou 4 semaines après. Nous sommes en famille ici. Je vais vous montrer le document. Voici le carnet, le Roland Graff, 91 feuillets remplis de sa main, écrit de sa main dans un français approximatif de l'école d'Azoro. Voici 91, le démarrage était là. Donc j'avais son accord et il avait déclenché le procès. J'ai lu le carnet, j'ai construit la trame et c'est parti par l'enregistrement de cassettes. J'allumais donc, dès qu'on avait un moment, on se retrouvait ensemble, j'allumais le petit magnéto, je le posais, on l'oubliait, je mettais quelque chose à côté, et puis je l'interviewais, je lui posais des questions, et moi j'avais, donc comme j'avais travaillé sur ce carnet-là, donc la trame elle était déjà faite. Et en fait, dans le débat, c'était des compléments, d'apporter des compléments, et ce qui a pris, ce qui a pris beaucoup de temps, c'est que pendant la période de 85-91, j'avais d'autres travaux de recherche en cours. Je l'ai fait parallèlement et globalement, je l'ai fait entre 1h et 3h du matin. Donc la saisie du témoignage. Voilà. Alors, on va revenir un peu sur son itinéraire, hein, peut-être. Alors, à quel moment et par quel chemin il a pris conscience de la nécessité de la lutte pour l'indépendance et comment il s'est rapproché du PPA, et je crois qu'il y avait dans son entourage déjà des ce qu'il avait ça s'est fait d'abord du côté de Tiaref, non? Exact. C'est un de ses cousins, qui était il y avait un élément déclencheur, c'était une soirée passée avec une personne du village de Derna. Il est originaire de Derna, c'est Msaad Sidoum. Donc
dans la famille Assidoum, qui était armurier à Alger, au 34 rue de Chartres. Il y a 10 jours, j'étais devant la boutique, 34 rue de Chartres, il était armurier et il faisait la tournée des armuriers qui sont dans l'ouest, qui sont tous originaires du même village, de Dalna ou deux autres villages, d'Atiané. Et il était allé chez eux pour leur livrer des pièces détachées. Et ils ont passé la soirée à parler. Il le raconte bien dans le livre. Et ils ont passé la soirée à discuter de politique. En fait, M. Assidoum était un militant déjà de l'étoile nord-africaine. Donc il a été, disons, le virus, c'était par l'étoile nord-africaine. Pendant donc plus de 3 ans, il recevait toute la littérature par le cousin, donc le neveu, M. Assidoum, qui leur fournissait tous les documents de l'étoile nord-africaine. Donc quand il a quitté l'Ouest pour s'installer, il venait d'avoir deux enfants. Quand il est revenu à Michelet, il était déjà politiquement formé. Et il y avait que le déclenchement, il le racontait, c'est assez incroyable. Il était dans sa boutique au centre de Michelet et il voit deux jeunes hommes en train de coller des tracts au mur. Et l'un des... Je ne vais pas dévoiler tout le livre. L'un des jeunes hommes qui était là en train de coller des tracts, c'était Mahdam Quran Khalifati Mahdam Quran. Et c'était avec les deux colleurs d'affiches et M. Saoud Amar qu'ils ont constitué la première cellule du PPA à Michelet. Il y avait d'autres militants, mais d'un point de vue formel, donc c'était la première structure du PPA à Michelet. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, il a aussi pas mal parlé de la constitution de l'organisation spéciale. Je passe les étapes de formation, comment il a fini par devenir le responsable du PPA de toute la Haute-Kabylie, c'est-à-dire une zone assez étendue. Mais à un moment donné, il y avait la question de l'organisation spéciale. Dans quelles circonstances il s'est retrouvé à constituer l'organisation spéciale au Kabylie? En fait, il n'y avait pas de... On ne va pas refaire l'histoire du mouvement national, donc on va essayer de parler du vécu au niveau de la Haute-Kabylie, donc Michelet, Wassif, Tiané, etc. En fait, il n'y avait pas de... ceux qui vont lire le livre, s'il y a une position qui était claire, nette, c'est qu'il n'y avait pas du tout de réformisme. Aucun des militants ne croyait à la négociation, à l'intégration avec la France, etc. Donc, dès le début, c'était une lutte radicale, c'était un mouvement nationaliste qui ne devait se faire que par les moyens imposés par le colonialisme. Donc, l'organisation spéciale, on l'a appelé, c'était pas quelque chose qui est distinct du PPA, de PPA-PLD, elle était incluse dans le PPA clandestin. Toute l'énergie était concentrée sur les armes, sur la structure, de trouver des hommes et de passer à l'action armée. Donc il n'y avait pas, à aucun moment, il n'a parlé de... D'ailleurs, quand il y a eu les élections, les périodes d'élection des Jemaah, etc., ou de l'Assemblée, quand il y a eu le MTLD en 1946, il ne comprenait pas, comment le PPA pouvait... Parce qu'il n'y a pas l'appellation du PPA, n'a jamais, même au MTLD, c'était le MTLD était une étiquette qui était au-dessus, complètement artificielle. Et l'organisation spéciale, c'est uniquement une structure un peu plus large de rationaliser les armes, en fait. Pour les militants comme Saoud Amara, c'était la seule voie, c'était une lutte armée pour l'indépendance nationale. Donc, il n'y a pas, à aucun moment, il m'a donné un organigramme d'organisation spéciale. Il citait à un moment quand même de noms, bon, sans trop insister, parce que c'est un peu l'ensemble, d'Amrat Hamouda et de Mbarkat Manila. Les deux premiers, donc, à qui on a confié la responsabilité vraiment des armes. Mais c'était Bnei Wali qui était
l'homme orchestre venait venir, donc je pense qu'on va en parler. C'était le pivot du mouvement, de l'option radicale du mouvement national, au moins en Kabylie. Oui, alors en 47, c'est en 47 que Messali va venir à Michelet. Hein. Mars 47. Messaoud fait partie des organisateurs de ce premier meeting important. Il dresse de Messali dans ce livre un portrait très critique. Alors ma question c'était, est-ce que c'est pas construit après coup? Je veux dire, est-ce que ce regard critique n'est pas intervenu par la suite, quoi? Est-ce que sur le coup vraiment il avait déjà ce regard critique par rapport à un certain nombre de choses qui vont être reprochées à juste titre d'ailleurs à Messali par la suite? Enfin, avant de parler de Messali, c'était un élément important à dire. Donc, ce qui ressort, en fait, moi, je ne suis que lecteur. J'ai travaillé dessus, mais en fait, chacun peut avoir. C'est pas ma vie, c'est la vie de M. Oulama. Il avait la direction du mouvement national. Autant c'est la direction centrale nationale du mouvement national à Alger. Il avait un œil très critique sur la composante déjà. Donc ils étaient complètement, c'était des citadins. Il y a un aspect sociologique, des citadins. Et eux, ils étaient des militants, paysans, petits commerçants, qui n'avaient rien à voir. Donc ils racontent un peu dans les réunions, quand ils avaient des réunions, d'un côté il y avait les costumes et les gants de soie, et d'un côté des bournous élimés et des Al-Qassem, donc c'est deux mondes. Et il a, pour revenir en fait sur Messali, il avait une idée très autant ils l'ont complètement comment dire presque adulé au début, mais dès les premiers contacts, la première fois où il raconte la première visite chez Messali dans sa maison à Bouzaréa, il revenait d'exil, complètement amaigri, etc. Quand ils étaient sortis, la délégation de Michelet était venue voir Messali. Il le dit, j'avais l'impression, le père de Salah Famal a été assassiné dans le Djurdjura quand il avait 4 ans. Donc quand il sortait de chez Messali, il dit, j'avais l'impression d'avoir laissé mon père dans cet état. Autant, comment l'image de Messali. Quand ils sont repartis un an après, et le portrait a complètement changé. Messali qui avait grossi, avec des cheveux longs, avec des bagues aux doigts. Et je n'ai pas en mémoire, il était outré de voir. Il dit d'abord, on a attendu 1 heure avant d'être reçu. L'une des personnes qui était là nous a demandé nos cartes d'identité. Et le 3e point, quand j'ai vu l'homme, des cheveux jusqu'aux épaules. Dieu sait que chez nous, on ne laissait pas les cheveux longs. Quand j'ai vu ses doigts avec des bagues, mais où elle avait revenu, et là, il avait eu un doute. En fait, il avait ce doute-là s'est confirmé pendant la crise berbériste. Et là, on peut l'aborder. Alors, comment il a vécu cette crise-là? D'abord, il avait des contacts avec ceux qu'on considérait comme les berbéristes de Benaï. Et puis, comment il a vécu toute cette crise? Il a fait partie d'une ou deux délégations, de 3. Parti donner la vie de la région, des militants dont il avait la responsabilité. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment il a vécu cette crise
Et qu'est-ce qu'il en a tiré comme conséquence par la suite? Parce qu'il est resté au PPA. C'est-à-dire... D'abord, ce point, je commence par rendre hommage à Dar Nour al-Yahya qui vient de sortir un livre sur les hommes clés de la crise anti-berbère, de la crise de légitimité historique. On peut la qualifier comme on veut, mais c'était une rupture, une espèce de cassure dans la dynamique du mouvement national. Donc Dar Nour al-Yahya vient de sortir un livre à Alger aux éditions Barzak, donc Telmirta à Dar Nour. Voilà, s'il écoute, s'il voit. Il a levé le voile sur un certain nombre de points qui sont très intéressants et ne souhaitant que les acteurs du mouvement national puissent prendre sur eux, c'est difficile, de nous léguer leur témoignage pour nous permettre de voir mieux le passé et de ne pas tomber dans les pièges de l'avenir. Au niveau de la crise, on va l'appeler crise berbériste ou crise anti-berbère, le démarrage, donc je ne vais pas dévoiler pour ceux qui veulent lire le livre, il est disponible maintenant en Algérie pour faire un peu de pub chez les éditions Coucou, El Zayed, et puis maintenant en ligne, il est sur le site de l'Harmattan. Pour l'instant, il n'est pas sur la FNAC ou autre, parce qu'il a été publié, je l'ai reçu ce matin, il a été lancé depuis jeudi dernier, donc même pas une semaine. L'élément déclencheur pour lui, pour la crise berbériste, c'était l'arrestation de Bnei Wali. L'arrestation de Bnei Wali, c'était son relais direct, son supérieur. Il n'y avait pas de hiérarchie, donc on ne peut pas parler de supérieur hiérarchique. C'était Bnei Wali qui est devenu responsable de la Kabylie au niveau du PPA. Il a remplacé Sida al-Harit, qui était employé chez un avocat Tizi Ouzou et qui a été arrêté juste après le soulèvement raté du 23 mai 1945. Et après, comme il était arrêté, et c'est Bnei Wali qui a pris la direction du PPA. Et Bnei Wali était inséparable avec Naïm Chabi, donc l'un des premiers militants et celui qui a le mieux structuré et donné et construit, je ne sais pas comment, pour l'instant on n'a jamais eu d'écrit de Bnei Wali par de Naïm, par des poèmes, des chants, mais c'était l'ossature du mouvement moderne de l'Algérie algérienne. Et pour la crise berbériste, c'était l'arrestation de Bnei Wali à Oran. Il devait, c'est connu, je vais résumer ça, il devait partir pour la France pour donner un coup de main ou épauler les militants qui avaient posé le problème de la nation algérienne en 1948. Et le responsable ici, c'était Rachid Ali Yahya, Mohamed Sid Rachid Ali Yahya. Voilà. Est-il venu de sa propre initiative ou Rachid Ali Yahya l'a appelé? Rachid dit que je ne l'ai pas appelé pour venir. Et en fait, c'est cet événement-là, l'arrestation de Bnei Wali, qui a mis Moussa Oulamara, qui était responsable de tout le PPA-TLD, de le mettre en face de la direction d'Alger. Donc voilà pour l'élément. Et c'est là qu'il y a eu toute la crise, elle est connue, les événements, que ce soit en France ou en Algérie, les conséquences dramatiques qui s'en sont suivies. Et il a été, justement, il y a eu 2 délégations de Kabylie qui ont été organisées à la direction de Chemsalé et à la direction du PPA, TLD, et il était dans les 2 délégations, il était le responsable, comme d'abord il était responsable politique, d'un autre côté, il maîtrisait bien l'arabe, il parlait l'arabe, contrairement aux autres militants, comme il avait passé 13 ans dans l'ouest du côté de Al-Houya. Et c'est là pour ça qu'il a été l'un des membres de 2 délégations qui ont été organisées.
Pour les conséquences, on ne va pas développer le mouvement Berbéris. Ça n'a eu que des effets négatifs jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais je voudrais quand même qu'on revienne 2 minutes sur ces rapports avec Benaï et avec Ahmed Hamida, qu'il aura à revoir par la suite pendant la période FLN. Il les a revus, me semble-t-il, après 54, après qu'ils aient été, je veux dire, complètement marginalisés, etc. Il y a des pages où il parle de Benaï, de... Oui, les conséquences ont été catastrophiques. Tous les militants radicaux, nationalistes, ont quitté le PPA-MTLD, sachant que le PPA-MTLD s'est orienté dans l'arabo-islamisme, nous payons le prix actuellement, et la plupart des militants radicaux, comme Benaï Wali, et bien d'autres, ils ont quitté le PPA, ils ont été exclus, et certains, il y a eu des tentatives d'assassinat. Je pense que Abnor Al-Yahya a bien développé donc, cette question-là. Et ils avaient effectivement, ils étaient à la marge, mais ils n'étaient pas dans l'orientation qui avait été donnée. Et même ça, est allé rendre, à la sortie de prison de Benaï Wali, ils sont allés lui rendre visite, donc Messa Lamara et Amr Sheikh Amar, qui est du village à côté du village de Boudafal, de Messa Thamar. Et Amr Sheikh, c'est un homme clé du déclenchement de la guérilla en Kabylie. Il était l'un des premiers responsables politiques. Et il est mort au combat en 11 août 56. Alors, on va arriver à la période de la guerre. À sa sortie de prison, il va rejoindre donc le maquis. Et puis c'est là où il va rencontrer Ahmed Roche. Et puis hériter de cette responsabilité de se souvenir qu'il a été quand même armurier, non? Parce qu'il n'avait jamais vraiment... Avant d'entamer la partie post-54, c'est important avec Benaï Wali, quand il y a eu le déclenchement donc, de l'insurrection, juste pour mémoire, à Michelet, ils étaient 5. Donc, il y a les noms, donc, dans Saoud Amara, Amrat Shir, Babouch Saïd, Aitakli Salom et Akli... j'ai pas le prénom en tête, ils étaient 5, mais ils n'ont pas tiré parce qu'il y a un certain nombre d'événements, donc d'autres groupes qui avaient refusé d'avancer. Je laisse au lecteur le soin de retrouver tout ça. Ils étaient en train d'organiser le premier anniversaire, le 1er novembre 55. Ils sont en train de l'organiser. Et puis, Saoud Oulamara est descendu dans le cadre de la collecte des finances pour la LN, ce qui est devenu la LN. Et il venait de voir, de rencontrer, d'aller chez un des gros commerçants donc, de Tizi Ouzou. Il faut leur rendre hommage. C'est Hassan Salahi. Je ne connais aucune personne de sa famille. Il est allé le voir, c'était le premier qu'il a vu. Il devait faire la tournée pour ramasser de l'argent. Et Hassan Salahi, il lui a dit, après je vais parler de Benaï, c'était à la sortie de chez Salahi qu'il a rencontré Benaï Wali. Il lui a dit, quand il lui a demandé, il a dit, maintenant que le moment de vérité est arrivé, il n'y a pas de reculade. Nous sommes tous engagés, et ce qui est de mon côté, je donnerai tout ce qui est possible, je donnerai toute ma fortune pour la LN. Il y a 700 000 qui sont prêts, qui sont disponibles. On va les chercher, je vais te les remettre. Ils étaient sortis du magasin. Et Salahi lui a dit une chose, c'est un détail, mais c'est important pour le sérieux des gens. Il lui a seulement une seule condition: si tu viens avec ton fils, aucune confiance. Si tu me trouves avec mon fils, aucune confiance.
ce qu'il y a, c'est entre toi et moi. Ils étaient en train d'avancer dans Tizi Ouzou pour aller récupérer l'argent, et dans la rue, ils rencontrent Bnei Wali. Et c'est là, donc c'est la quatrième de couverture, donc c'est l'éditeur qui a choisi donc la quatrième de couverture. C'est le dialogue qu'il y a entre Messaoud Lamara et Bnei Wali, et Bnei Wali qui lui dit voilà, maintenant que le temps donc, de l'honneur est arrivé, il n'y a pas de reculade. En fait, c'est presque les mêmes mots que Salhi a dit à Messaoud Lamara. Il dit seulement, il faut, on est tous on va tous dans l'action. J'ai demandé ici pour rejoindre la Hélène et ils ne veulent pas de moi. Donc, toi, je sais qui tu es, ils se connaissent très bien, il n'y a pas de faux fuyant. Il dit, demande à Al-Qassam, Karim Al-Qassam, que je suis disponible. Et c'est là que M. Oulamara avait dit, écoute, sois certain que dès que j'ai un contact avec Al-Qassam, je lui ai dit. 4 ou 5 jours après, parce qu'ils étaient en train d'organiser l'attaque du 1er novembre 1955, il a rencontré Al-Qassam Karim, et c'est là que Karim Al-Qassam avait une attitude que ne comprenait pas du tout Messaoud Lamara, une attitude de méfiance, assez presque, c'est écrit là, donc presque accusatrice. Donc, avant de quitter Bnei Wali, nous nous sommes donné rendez-vous dans 2 semaines, soit le 3 novembre 1955. Hasard du calendrier, une semaine après, Karim Al-Qassam est venu au refuge de Mekrez. Mekrez, c'est la maison forestière de Amzianat Abdelmelk, à côté de Ouidafa. Dans le cadre de la préparation du 1er novembre 1955, premier anniversaire du déclenchement de la guerre d'indépendance. Je vais relater ma rencontre fortuite avec Bnei Wali. Avant la fin de mon propos, il m'a coupé. Sois prudent, ne le crois pas. Quand tu le reverras, dis-lui de se tenir tranquille. Le jour où nous aurons besoin de lui, nous l'appellerons. Voilà un peu comment s'est terminé l'entretien. Et ils avaient rendez-vous le 3 novembre. Et comme ça, ils ont fait le coup. Évidemment, ils ont attaqué Michelet, la ville de Michelet, avec une trentaine de maquisards. C'était une opération réussie qui était toujours commandée par Babouche Saïd. Babouche Saïd, c'était l'un des 2e ou 3e militants guillotinés à la prison de Barbarousse à Alger, le 8 avril 1957. Et le 3 novembre, donc le 1er novembre c'était férié, le 2 novembre il a ouvert la boutique, et le 3 il est descendu à Tizi Ouzou. Il a attendu au lieu de rendez-vous où il devait avoir Bnei Wali. Ils ne se sont pas retrouvés. Alors, on va en venir à sa sortie de prison, et puis à ce moment, il va rejoindre la Oulaya 3. Il avait évidemment entendu parler d'Ameroche, enfin, je veux dire, mais il va le rencontrer et il va lui confier la tâche justement de créer quelque chose dont ils avaient vraiment besoin, parce qu'ils avaient des armes qui prenaient souvent chez les soldats de l'armée française dans les attaques, etc. Mais ils n'avaient pas de pièces de rechange, etc. Ils n'avaient pas de quoi. Il fallait pouvoir réparer les armes pour. Ça, c'est la première chose. Et puis, il fallait aussi former des jeunes pour pouvoir faire fonctionner ces ateliers un peu à travers toute la Wilaya 3. Et même 4, je crois. Oui, pour l'itinéraire, donc en fait, le 3 novembre 1955, il a été arrêté au retour de Tizi Ouzou vers Michelet, dans le bus qui fait la liaison, et il a été directement donc, envoyé à la prison de Lodi, avant Lodi, puis après Barouaguia, il a passé 2 ans. Et pendant 2 ans, et vous savez bien, après 1954, il y a eu la création du MNA, Mouvement National Algérien, par l'inévitable Messalé, hein, on va encore rappeler. Et à ce moment-là, il y avait donc des manipulations, donc on essayait la France coloniale essayait de renforcer le MNA pour pouvoir affaiblir le FLN. Et dès qu'un militant du FLN était un peu proche ou supposé proche du MNA, ou des anciens du PPA, donc
par hasard, en 57, en octobre 57, son nom était dans la liste des 34 libérables de la prison de Brouaya. Alors jamais il n'a imaginé qu'il allait sortir de prison, sauf l'indépendance, le jour ultime qui est l'indépendance de l'Algérie. Et évidemment, bon, pour ceux qui vont lire, il y a eu des tentatives d'organisation, de tentatives de sortie, de fuite de la prison, etc. Et quand il est sorti, donc en octobre 57, il est revenu au village, il était déjà malade et il a mis un temps avec les maquisards du village de se remettre dans l'ambiance, de pouvoir marcher, parce qu'il avait des problèmes donc, physiques, il ne pouvait pas marcher, donc il a passé près de 2 mois. Donc 2 mois au village de Boudafel. Et pendant ce temps-là, il a essayé, donc il a pris contact avec 2 personnes. Donc Amerouche, qui était l'ancien responsable de Michelet du côté de Foudra et Atafen, à Tiania. Et il a pris contact avec l'ancien adjoint de Amrad Sheikh, c'est Abdullah Ibskarin. Ibskarin, c'est un village à côté d'Asfoun. Abdullah Ibskarin était l'un des... Et après, en fait, il était avec Amerouche, il était capitaine avec Amerouche. Donc il a écrit, il leur a écrit, et quand il y a eu le contact, dès qu'il a eu l'ordre de mission, il est parti faire une marche forcée de 3-4 jours. Donc c'est décrit ici, ça, il a gardé en mémoire toutes les étapes. Et il est allé donc au PC de Winaman, chez Amerouche. Et au bout le lendemain, ou 2 jours après, il a participé au comité de Wilaya, de la Wilaya 3. Et c'est là, à la fin de la réunion, dans le tour de table, Amerouche faisait toujours voilà, donc on ne connaît pas l'homme, donc faisait interroger les officiers, les laisser parler. C'était pas du tout le commandant. L'image qui a été colportée, c'était quelqu'un qui est très très collégial, donc qui faisait participer les uns et les autres à la décision. Et à un moment, il s'est adressé à Msaoud. Il a dit Msaoud, je sais que tu es armurier de profession, je sais que ça sera une tâche difficile à te confier. Peux-tu nous organiser toute la maintenance, la logistique des armes? Et c'est là qu'il a pris la responsabilité de tous les... En fait, il y avait un petit atelier à Tigrin, et après, il a déclenché pendant 2 ans et demi l'organisation, l'apprentissage de former des armuriers et de les dispatcher sur toutes les régions, les zones, la zone 1, la zone 4 zones, plus la Wilaya 4, et il a intégré aussi des ateliers de fabrication de mines. Désolé, dans la guerre, ça fait pas... C'est pas quelque chose, mais les armes, les mines, c'est fait pour se défendre, malheureusement. D'ailleurs, ils arrivaient à fabriquer des choses extraordinaires avec rien, quoi. Ils arrivaient on en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, on va arriver là, parce qu'on ne va pas tout raconter, hein, on ne peut pas tout raconter. On va arriver à l'indépendance. Alors, comment il était où au moment où il y a eu l'indépendance? Comment il a vécu les premiers jours, comment il a été informé des luttes pour le pouvoir, etc. Comment il a vécu toute cette période? Qu'est-ce qu'il raconte de cette période-là? En fait, après l'étape de technique de l'armurerie, où il avait la conscience d'avoir mené sa mission, la situation était difficile avec les barrages aux frontières, donc il y avait de moins en moins d'armes. Donc les armuriers, donc ils étaient là, ils ont compensé. Il dit à un moment, si nous avions continué quelques années, on n'aurait pas tenu, parce qu'il n'y avait plus d'armes qui entraient. Il y avait la bravoure pour une mitraillette, il y avait des hommes qui mouraient, ils essayaient d'arracher, c'était des actes de bravoure, mais ça ne suffisait pas pour alimenter les maquis. Seulement, au bout de 2 ans et demi, il y a eu, pendant qu'il était dans un des ateliers à Winaman ou Mizrana, à Mizrana. Dans un des ateliers, il y a eu les bombardements au napalm. Donc, il a été blessé à la tête. Donc, il avait
3 éclats de roquette dans la tête. Il est mort avec les 3 éclats en 2001. Et après, évidemment, la blessure, il ne pouvait plus physiquement donc s'occuper de l'armurerie. Et il a été affecté dans la région de Tizi Ouzou, donc dans une zone très difficile hein, pendant l'opération jumelle et après. Il a vécu l'opération jumelle, ils étaient enfermés pendant 45 jours dans les abris, donc à vivre de rien et à chercher des glands avec les mains dans le noir ou des figues. Et donc la période, passé cette période, donc il s'était replié dans la région de Mizrana, c'est-à-dire la région de Mizrana. Et à l'indépendance, je ne sais pas comment, il était dans un village, et ça y est, c'était la fin de... Je pense qu'il y a, pour dire encore d'autres choses. Oui, oui, alors il va s'occuper de l'intendance à l'état-major de la Wilaya 3 hein, pendant un moment, juste après l'indépendance. Oui, quand l'armée de la Wilaya 3 est rentrée des Maquis, donc ils sont installés à Tizi Ouzou, il était avec Mahdoul Hadj, le colonel Mahdoul Hadj. Et effectivement, comme il se connaissait bien, et, enfin, avec Mahdoul Hadj, il était un des commerçants du côté d'Azogun. Mon père était déjà commerçant bien connu dans la Haute-Kabylie, en même temps militant PPA. Donc ils se connaissaient avant 1954. Et donc à Tizi Ouzou, en 1962, Mahdoul Hadj, comme il avait des compétences commerciales, lui a demandé de s'occuper de toute l'intendance de la Wilaya 3, de toute la Wilaya 3 au moins du côté de la région de Tizi Ouzou et de toutes les villes. C'est là qu'il a passé, pendant la période trouble de la guerre des Wilayas, pendant quelques mois. Puis on lui a demandé, c'était au moment de l'organisation des fédérations de FLN, on lui a demandé de s'occuper, de prendre en charge la Daïra FLN de l'Arba Natiraten, qui englobait l'Arba Natiraten, Michelet, Atienne, Wassif, Thililton, etc. Toute la Haute-Kabylie qu'il avait avant 1954, en fait il est revenu après l'indépendance à organiser la même région. Et là c'est un élément à dire, on ne va pas développer un peu le FLN post-indépendance. Dans son esprit, hein, c'était pas un théoricien de l'idéologie, c'est un militant de terrain. Jamais il n'a pensé que le FLN allait devenir un parti de la milice de contrôle de la population. Pour lui, dans sa tête, le FLN était un élément donc, qui unissait le peuple algérien dans une autre lutte qui était le développement. Et il disait, le FLN était donc il a, et tout de suite avec les événements, la création du FFS, tous les événements, il a raison, toute l'équipe de la DRFLN, de l'Arba Natiraten, ils étaient 5 ou 6, ils ont tous des officiers de la Wilaya 3, donc ils ont rejoint le FFS par tout ce qui se passait à Alger, évidemment. Et pourquoi il s'est retiré du FFS au bout d'un moment? En fait, il n'était pas je fais un témoignage tout le monde parle du meeting de Hossein Ahmed et de Mahdoul Hadj le 29 septembre 1963 à Tizi Ouzou. J'étais à côté de Messaoud Amara, on est descendu en famille à Tizi Ouzou, j'étais à côté de lui, on était parmi la population et il n'était pas il était opposé à toute action armée. Il disait nous étions quelques éclopés, quelques infirmes, on ne pouvait pas. Il sait ce que c'est que les armes, ce que c'est que la guerre, ce que c'est que la puissance, ce que c'est que la stratégie militaire. On ne pouvait pas humainement s'opposer à la puissance qui venait de la frontière. Ce n'est pas possible. Le combat devait se mener dans toutes les villes d'Algérie, et c'est les mots qu'il a dit à Hossein Ahmed. Il dit retourne à Alger à ton poste à l'Assemblée nationale, mène
le combat là-bas. Et nous organiserons la population dans toutes les villes d'Algérie, à Oran, Constantine, Alger, Batna, pour faire plier ce pouvoir fantoche. Ce n'est pas à Michelet que nous allons mener la guerre. C'était le point, disons, je résume, d'autres peut-être auront une autre opinion, c'est le point donc, de son opposition par rapport à la lutte. Évidemment, le FFS n'a pas déclenché la lutte. Il y a eu évidemment donc, une armée FFS, c'est sûr, mais le déclenchement, c'est une provocation du couple Boumedienne-Ben Bella pour pouvoir montrer leur puissance et écraser l'opposition. En fait, ils ont, pour pouvoir donc limiter à la Kabylie. Je pense qu'il y a des ouvrages, il y a beaucoup de thèses sur ça. Mais lui était fondamentalement opposé à toute action armée. J'ai eu un témoignage il y a moins de 10 jours de Sil Hafed, qui était le premier responsable militaire après le retrait de Mahdoul Hajj, le premier responsable militaire avec Aït Ahmed, ils étaient réunis dans un des villages, parce que c'est Al-Jma' Sarij, je crois que c'est Al-Jma' Sarij. Il me l'a raconté, j'espère, il est malade, je souhaite qu'il guérisse, il m'a dit, on était à Al-Jma' ou je ne sais plus, dans un village vers le nord. Et il dit, on était tous les officiers de FFS, on a mis on a mis la main sur le Nisra et puis on a juré de combat pour s'opposer par tous les moyens à ce pouvoir de Ben Bella. Le seul qui n'a pas juré sur le truc, c'est Missa. On a dit non, nous nous soulevons, c'est le fait accompli, on a pris les armes, c'est sûr, mais je ne souhaite pas qu'il y ait des drames, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des assassinats, qu'il y ait des morts. On a payé le prix trop cher pour notre Algérie, pour ne pas retomber dans le même piège. Et quand il était l'un des responsables, quand ils sont repliés, donc quand l'ANP est montée en Kabylie par l'Arva Atiraten, le jour de la montée de l'ANP, l'entrée de l'ANP à l'Arva Atiraten, j'étais avec ma famille, parce qu'on habitait dans l'Arva Atiraten, au siège de l'ancienne gendarmerie, qui était le siège, donc le bureau du FLN, et l'Arva Atiraten, elle avait deux grandes portes avec la muraille, et nous avons participé à fermer la porte pour retarder la montée évidemment, ils ont démilitarisé, donc ils ne voulaient pas de combat. Donc l'armée du FFS est montée plus haut, vers Michelet et Tessef Toumoun. Et les soldats de l'ANP ont contourné, ils ont pu entrer par les murs pour ouvrir et avancer. Et la consigne est donnée pour revenir à la position de Oulamara, dit non, pas de combat, ne prenez jamais l'initiative du combat avec l'ANP. Et là, c'est si j'espère, je souhaite que Sil Hafed un jour puisse, je crois qu'il est en train d'écrire un livre, il est presque fini, et j'espère qu'il aura ce passage. Alors, ça va être ma dernière question, ou une des dernières en tout cas. Peut-être une réponse qui n'est pas dans le livre, parce que je voudrais savoir comment il a vécu le printemps berbère, qu'est-ce qu'il disait, comment il analysait, comment il le ressentait, etc. Et puis surtout les années 80-90. C'est-à-dire, comment il voyait cet idéal pour lequel il s'était battu, etc. Ce que c'était devenu, ce qu'est devenu l'Algérie, ce qu'ils ont fait de cette indépendance, quoi. Déjà, avant de parler du mouvement de 80, pendant le PPA, il était proche, donc il s'asseyait à la même table avec Khalifa Temouar Damran, qui était le vice-président de l'Académie berbère, également Naziran. Et ils ont eu des discussions sur la question amazigh en Algérie. Et M. Salman, il avait une position ferme. Il dit c'est un sujet que nous allons aborder après l'indépendance. Ne nous souhaitons pas, et c'est son point de vue qui est passé dans le PPA post-crise berbériste. On ne règle pas, c'est des problèmes très importants pour notre pays, on les laisse. Il a eu raison ou pas, c'est sa position dans les années 40. Et ils ont décidé, d'ailleurs il le raconte,
qui le raconte dans son livre sur la séance dans laquelle ils ont traité le sujet. Ils ont décidé de ne pas créer des dispersions dans le front, qu'il fallait mener la guerre d'indépendance unie, sans ambiguïté. Et 80, avant 80, donc déjà, donc bien avant 80, donc ça ne l'a pas, le soulèvement ne l'avait pas du tout surpris, donc il était absolument très content. Pour lui, il considère que 1962 était une partie de l'indépendance de l'Algérie, c'était une étape, et il disait, nous avons fait notre devoir, nous l'avons mené avec nos moyens jusqu'à un point, et à vous, aux nouvelles générations, de continuer. Donc, juste là, un témoignage personnel. Donc, après je suis allé donc enseigner à l'université Tizi Ouzou début 81, mais entre-temps, comme tous les autres militants, on était dans ce qui est, on veut appeler le FFS, clandestin, qu'on avait monté après 78, en 78, 79, 80. Donc je suis reparti donc, à la fin de mes études en 81 à Tizi Ouzou, et j'étais totalement, donc on était complètement, on discutait, et pour lui c'est tout à fait normal qu'un mouvement fasse renaître, et c'est là pour lui il l'associe systématiquement à la Sharia. Donc c'est un homme qui n'est pas très connu, c'est le théoricien de Tamazra, de l'Algérie, de l'Afrique du Nord unie, d'un peuple, d'une histoire, et c'est vraiment la rupture avec l'arabo-islamisme qui a été colporté, vendu, et nous payons le prix actuellement. Ce n'est pas de l'histoire, nous payons le prix de l'arabo-islamisme, de Mselir et des aventuriers comme Lacharaf et compagnie. Donc, témoignage personnel, je discutais avec lui, on faisait, comme à Tizi Ouzou, on avait donc là je ne pourrais pas polluer le sujet, on avait donc une activité clandestine, c'était ma première activité avant l'enseignement de la physique et l'enseignement de Tamazight de manière libre, sans aucune autorisation des structures de l'État algérien. On avait une activité clandestine, on animait la revue Tafsoud, donc on avait du matériel d'impression, donc il savait ce que je faisais, et il était totalement, mais jamais, au contraire, un jour, il est venu, je raconte deux anecdotes. Un jour, il est venu me voir, très discrètement, il dit, je crois que ta voiture, elle doit être repérée. J'avais une Renault 4, j'ai pu me payer une petite Renault 4 rouge, sans être, je ne suis pas communiste. C'était la moins chère qu'il y avait dans le magasin où je suis allé l'acheter. Et il me dit, ta voiture, je pense qu'elle est repérée, tu prends la mienne, elle n'est pas connue, donc elle est à ta disposition. Ça, c'est le premier année. La deuxième, je me souviens un jour, il était au village, je suis monté de Tizi Ouzou, c'est vers 4h, 5h du matin, je frappe, il était comme il fait la prière, le Hajj, l'ancien, je lui dis, écoute, on doit partir vers la frontière tunisienne, la Renault 4, bon, je pense qu'elle est connue, c'est sûr, elle n'est pas assez puissante, est-ce que je peux prendre ta voiture? Il avait une 504 diesel qui était très récente. Aucun mot. Il me donne les papiers, il me dit et pour l'anecdote, donc on est parti avec Hansa, au moment où il était recherché par la sécurité militaire. Il lui avait fabriqué un ordre d'intégration de la caserne alors qu'il était dispensé. C'était l'échec quand on a lancé le mouvement vers la démocratie de septembre 81. C'était le premier appel que nous avions fait à l'extérieur de la communauté universitaire. C'était une erreur à l'histoire de juger. Et on voulait sortir le mouvement Amazigh de l'université pour en faire un mouvement populaire.
la population n'avait pas compris. Donc la première victime, c'était Han Sadi. Et on est partis ensemble. On avait une connaissance à Soqaras, donc un point de chute à Soqaras. Et on devait organiser la sortie par la frontière tunisienne chez un ami qui était tunisien, assistant à l'université d'Alger. Je lui rends hommage. Et on devait donc, Han devait rester là et le faire passer. Ça ne s'est pas fait. On est revenu donc à Navarre. Han était resté plusieurs semaines et je suis revenu sur Alger. Voilà, j'arrête là. C'est une autre histoire. D'accord. Enfin, on va se prendre 10 minutes, un quart d'heure pour faire réagir. Et juste, j'ai parlé beaucoup, et semaine. Quand j'ai écrit quelques feuilles pour cette présentation, j'ai voulu citer quelques noms. En fait, c'est le peuple algérien qui a mené la guerre d'indépendance. Il y avait certainement une élite, des gens qui avaient la clarté des idées, qui avaient pris l'initiative, mais c'est le peuple algérien qui a mené le combat. Et c'est la phrase que dit Moussa Fahma. Il dit « J'ai fait mon devoir au même titre que tous les autres Algériens, je n'ai rien fait de plus ». Et s'il a parlé, il a parlé en tant qu'Algérien, en tant que citoyen qui a fait son devoir. Je voudrais citer donc les quelques noms qui sont sortis, d'autres, peut-être chacun, ceux qui vont lire le livre, vont être frappés par d'autres personnes. Laïm Chalian, moi je vais citer le prophète. À chaque fois que Moussa Fahma prononçait le nom de Laïm Chalian, d'abord il était indissociable de Bnei Wali. C'était une équipe soudée. Et c'est avec des larmes aux yeux. Laïm Chalian était le premier nationaliste moderne qui a théorisé le combat nationaliste, qui est mort très jeune, en 1946, mort du typhus, et qui a été enterré dans son village à Eshraoul. C'est Bnei Wali aussi, l'homme courageux et l'organisateur. Et pour juste un petit, quand il a parlé quand le MPLD est passé à participer aux élections de l'Assemblée algérienne, c'était évidemment des élections truquées, et même le MPLD a eu deux ou trois mandats de députés. Il disait, Bnei Wali disait aux militants, nous savons que ça ne marche pas, nous savons qu'il y a de la triche, nous savons qu'il y a... Mais quand nous participons aux élections, en fait, on encourage nos concitoyens, ils nous voient. D'ailleurs, c'est le bénéfice qui a été tiré, c'est qu'ils nous voient en tant que militants, et ceux qui sont proches de nous, ils avancent. Ceux qui hésitent, ils viennent vers nous, et ainsi de suite. Et il y a une anecdote dans le livre, pendant les élections, donc, soit des Djema, soit de l'Assemblée algérienne, quand le commissaire, l'administrateur civil de Michelet est allé pour inspecter le poste de vote de Ethman Gilef, de la tribu Ethman Gilef, il est allé, impressionnant, commissaire, il est resté y regarder, et à un moment, il prend un tabouret pour s'asseoir. Et c'est là qu'un militant connu, donc un Mrachir, il se lance vers le commissaire, il lui arrache le tabouret de la main. Il dit, ce n'est pas à toi ce banc, c'est nous qui l'avons payé, tu n'as pas à t'asseoir dessus, en le tutoyant. Et c'est un événement très important dans la fin des années 40, qu'un citoyen, tant comme ça le commissaire, le haut administrateur de la commune mixte du Djurdjura, devant toute la population, et ça a été un élément, je pense, il y a eu un changement de paradigme. Maintenant, dans le management, on parle de paradigme, qui a eu une étape était franchie dans la prise de conscience, surtout le courage. Et là, je rends hommage donc à Dame Mrachir, qui est mort au combat en 56, août 56. Là, il y a l'autre personnage, c'est Babouch Saïd, c'était l'homme qui avait envoyé Kerim El-Qassem pour organiser les attaques du 1er novembre 54 et du 1er novembre 55. Babouch Saïd a été arrêté en 56 à côté de Tizi Ouzou. Il a été blessé, désarmé, donc arrêté. Il a été guillotiné le 8 avril 1957 dans la prison de Barberousse. Il y a un témoignage poignant qui a été publié par Al-Watan l'année dernière, vous pouvez le retrouver,
de Judea Omar, qui était son compagnon de cellule, quand ils étaient venus le chercher pour la guillotine, au moment où l'un des gardes allait le toucher, il lui a dit « Ne me touche pas, je sais marcher tout seul ». Et il marcha droit vers la guillotine. Parmi les autres personnages, je veux citer un anonyme, un homme du peuple, qui est cité dans le livre, c'est monsieur le vieux Hamza Abdelmelk, Aït Abdelmalek, du village de Bouidafal. C'était lui, c'était un ancien paysan qui a travaillé chez Cheikh Mohamed El-Hussein, donc qui a hérité du combat nationaliste des paroles de Cheikh Mohamed El-Hussein. C'est pas les conneries qu'on raconte actuellement. Et c'est lui qui a mis à la disposition du PPA le premier refuge, Mihrez. La maison forestière est toujours là, à 2 km du village, dans la vallée, dans Tarzouth. Depuis 1945, il y avait donc un refuge qui était à la disposition des militants du PPA. Tous les officiers de la Oulaya 3, vous pouvez les citer, ils ont transité par ce refuge. Et après 1954, c'est lui qui a mis à la disposition des maquisards le premier refuge au village. Ce sont ces deux fils, le Qasim et Mohamed Saïd, qui sont morts les premiers au combat, dans la dizaine de militants qui sont morts au village. Quand il a appris, il était certain du décès de ses fils. Un jour, il était dans le refuge, il a dit au responsable FLN Aylan, il dit, vous savez bien, j'ai un troisième fils, Amqran. Il est à Paris, il travaille dans l'usine Renault de Billancourt. Si vous voulez, je l'appelle pour qu'il vienne prendre la place d'Héro. Et parmi les personnages que j'ai sortis, malheureusement, je n'ai pas trouvé, c'est pas dans le livre, mais c'est dans c'est ma mémoire c'est pas noté dans le livre, c'est une femme anonyme. Saoudat Amar était avec un groupe de maquisards dans un village. Ils allaient être encerclés. Donc ils devaient passer d'un autre côté donc, du village pour pouvoir s'échapper. Et la responsable du refuge, c'était une femme, elle est passée devant. Elle est passée devant au moment où l'un des maquisards lui a demandé de rentrer. Elle leur a dit que Dieu fasse que la balle qui viendrait vers vous, qu'elle passe d'abord par moi. Voilà, merci. Alors, c'est à vous, la parole est à vous. Ben. Oui, merci d'abord pour cette soirée. Ensuite, ce que je voudrais, la remarque que je voudrais faire, c'est que maintenant, c'est bien parce qu'il y a des gens qui commencent à témoigner. On a de plus en plus d'ouvrages de témoignages sur cette période. Et justement, ce qui fait la qualité de ce genre de témoignage, comme celui qu'a fait Omar en rapportant les propos de son père, c'est que c'est un témoignage qui est fait dans le seul intérêt historique, d'apporter des vérités historiques sans aucun intérêt personnel, ni chercher à expurger certaines choses de son passé pour servir l'avenir personnel de certains des acteurs qui ont témoigné. Donc c'est ça, il y a un peu de tout dans ce témoignage. Il y a beaucoup qui ont témoigné surtout pour
se laver les mains de certaines choses, d'autres pour se mettre en relief, se donner plus d'importance qu'ils en ont, etc. Et justement, ce témoignage fait partie des rares qui n'ont servi que la vérité historique. Donc, merci. C'est beau compliment. Oui. Allez-y. Allez, Jamal. Oui, allez. Moi, c'est pas des questions que j'ai posées, c'est juste pour vous interpeller par rapport à... Moi, je suis de la région, je suis départemental. Donc, par rapport à ce qui s'est passé dans la guerre, il y a pas tous les témoins presque sont morts. Et par rapport aux infrastructures restantes, il ne reste plus rien. Donc il reste un endroit, c'est le Jamal. Donc il y a 2 garettes. Il y a une qui est occupée par l'armée. Il y a une deuxième, je ne sais pas, il y a un petit malin qui a démoli la garette pour en faire une petite villa. Et ça n'a choqué personne. Moi j'ai été voir ça, après je me suis demandé qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, par rapport à ça. Parce que c'est les seules traces qui restent de la guerre. Voilà. Oui, bah, vous avez le micro. C'est assez poignant quand même, ce témoignage. Ça veut dire qu'on n'accorde pas d'importance. Ça, c'est le guérite qu'on détruit pour effacer les traces. Et là, c'est le comportement de nos anciens, de nous-mêmes. On n'a pas le cul de l'histoire. Donc, c'est un miracle que le tombeau de Massinson soit encore là à construire. C'est un miracle si le monument Isharevan du 24 mai 57 et à l'indépendance, Salafamar raconte ça, le premier rassemblement qui a été fait par l'Anglais 3, et certains, il y a eu le rassemblement, et certains se sont précipités pour casser les plaques de marbre. Ils ont cassé le bout en acier qui était et c'est là, Salafamar, donc justement, qui leur a dit, ne détruisez pas les monuments, laissez pour l'histoire, laissez. Et ça c'est possible, ce sont les citoyens qui devraient les protéger, l'association de village, et ils disent on ne touche pas à ça, et ce n'est pas l'État, déjà l'État, c'est un État mafieux, donc il ne va pas, l'État ne viendra jamais protéger, parce qu'il a tout intérêt à tout effacer. Donc il n'y a que les citoyens, donc le comité de village, on ne touche pas à ça, ensuite. Donc, déjà en 62, ils ont failli détruire le monument d'Isharevan. Non, moi je ne parle pas par exemple de ce qui fait le pouvoir. Ça veut dire, quand on dit le pouvoir central, on dit Alger, on Algérie, Constantine, là, peut-être on ne peut pas faire quelque chose. Mais quand on est chez nous, ça veut dire que c'est un autre. Ça veut dire, il y a un maire qui est élu par le peuple, démocratiquement plus. Donc déjà pour reconstruire sur construire une bâtisse, il faut un permis de construction. Et ça a été délivré par la mairie, moi ça m'a choqué. Ça m'a choqué. En plus quand j'en parle avec des gens, ils sont indifférents. C'est-à-dire c'est deux garettes, maintenant il reste une. Parce qu'il y a l'armée qui occupe les lieux. Il y a une deuxième juste à côté, un monsieur, je ne sais pas, il a posté dans un château. Voilà. Donc après, moi, je me demande, est-ce qu'on peut, par exemple, on peut faire la démarche pour que le monsieur démolit tout, reconstruire comme avant. Donc après, moi, je n'aurais pas trouvé des... Voilà. Oui. Si vous me permettez juste de rajouter quelque chose par rapport à ça, par rapport à la volonté du pouvoir mafieux d'effacer l'histoire de la guerre, qui s'est produite, bien sûr, qui s'est déroulée à grande partie en Kabylie. Nous n'allons pas oublier, par exemple, l'Ifri, le congrès de la Soumam. Là, il n'est plus connu en tant que tel. Il est connu au Moudjahid. Ils lui ont complètement changé de nom
pour effacer exactement l'histoire de la région. Donc cela est très révélateur pour répondre à monsieur. Merci. Rachid. Rachid Michelet. Je voulais juste revenir à Tamsa. On l'a connu, enfin tu nous l'as présenté en tant que tête brûlée avant les événements maquisards, mais après l'indépendance, je ne sais pas, le passage au FFS, on n'a pas trop entendu. Le fait qu'il soit engagé dans le FFS. On n'a pas beaucoup entendu. Oui. Il était en désaccord. Oui. Et après, qu'est-ce qu'il est devenu? Donc, quand il y a eu le soulèvement du FFS, donc le départ, il était en tenue militaire. Il a repris son Colt 45. Malheureusement, il dit que Dieu protège notre pays des salbés Thamdif. Pendant les quelques mois, pendant 2 ou 3 mois, effectivement, il a tout fait. Il raconte à plusieurs étapes de discussion avec Ahmed. Et d'abord, le FFS, il n'y avait pas de structure, de coordination, donc de débat. Donc, Ahmed avait presque. Donc, si le fait pourrait être dommage qu'il ne soit pas là pour apporter son témoignage, il était au premier poste. Et Msahaman a tout fait pour désamorcer la situation, pour trouver des... Il a tenté de créer un comité de conciliation à Tizi Ouzou, avec les Armoum, avec les autres officiers de la WIA 3, et aucun ne l'a suivi. Il raconte dans le livre, il dit, Hamada Farmdan était le seul qui était d'accord avec moi. Quand je suis remonté à Michelet, il m'a téléphoné et il m'a fait dire qu'il se retirait. Donc il était en cohérent avec lui-même. Donc il ne voulait pas du tout que cette situation de rébellion continue. Et il voulait créer donc avec les autres une porte de sortie pour une porte de sortie pour pouvoir reprendre Alger, en quelque sorte, pour prendre l'initiative au niveau populaire. Et donc au bout de 3-4 mois, donc il est arrivé à un point de rupture. D'abord, il y a eu la dislocation du front donc, du FFS. Donc Mohamed Haj avait quitté le Hossein Ahmed. Donc il y a eu l'appel des incidents à la frontière marocaine, la guerre des sables avec le Maroc. Bembela qui appelle l'opposition, venez les Marocains, nous comme il dit à Khana. Et donc Mohamed Haj avait quitté le FFS pour rejoindre Ben Bella, avec évidemment le piège. Ben Bella et Boumdienne étaient diaboliques, ils ont entendu le piège, ça a pris. Et à la fin, il ne restait que quelques officiers avec Hossein Ahmed. Et à ce moment-là, il était encore plus convaincu d'avancer dans son option d'arrêter cette rébellion qui ne menait à rien du tout. Et Ahmed a été, vous allez le lire, il a dit « Je continue la lutte ». Ils sont vus au village Afmelen, et il lui a dit « Je continue la lutte ». Et puis c'est là que sa femme a dit « Alors moi, je vois que personne ne m'écoute, je me retire, je ne fais pas partie de... » Et là, il s'est retiré, il a enlevé la tenue militaire, et comme il avait donc la boutique de céréales de 1937, c'était Mansour qu'il avait repris, son fils aîné, et là, il n'a jamais fait de commerce, il y avait son fils qui a repris le commerce, et il s'est retiré, et quelques semaines après, donc, il a été arrêté par à l'entrée de Michelet par l'ANP, par la sécurité militaire, et il a passé 8 mois à la prison de Lambès, Tazout. Voilà. Donc à aucun moment il était
Si effectivement il défendait le FFS, la population l'aurait entendu, évidemment. C'était le premier officier, à côté d'Ed Hamad, il y avait Sil Hafad qui était un jeune officier au niveau de la LN, mais à aucun moment il a défendu l'option militaire. Il dit nous remplirons les prisons s'il faut, mais nous combattrons ce pouvoir pas dans les villes et villages d'Algérie. Est-ce que j'ai répondu à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut me rendre le micro? Oui. Oui, alors on va s'en tenir là, merci à Omar, je vous recommande vraiment de le lire parce que c'est un livre, un témoignage très poignant et en même temps très instructif. C'est vraiment très très émouvant et voilà, et puis je te donne la parole, je vous remercie d'être venu et je te remercie particulièrement Omar d'être venu parler de ce livre qui a aussi été pour toi un moment d'émotion, j'imagine, parce que c'est aussi l'histoire de ton père, la tienne. De tous les Algériens. En fait, je voulais juste remercier ceux qui sont de l'autre côté de la caméra, qui sont au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et un peu partout, en Algérie aussi, par le biais de l'ACB.com. C'est une très bonne initiative. Je remercie l'ACB de m'avoir invité et je remercie ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique ou de la Seine ou de la Manche ou de la Méditerranée. Parce que ça m'est arrivé de voir les enregistrements, c'est une très bonne chose et ça nous permet à nous tous de nous unir pour construire notre histoire collective et notre avenir commun dans une Tamazra libre. Et puis tu avais quelque chose à nous montrer, hein, j'y tiens. Vous savez, il y a quelques semaines, donc, chacun a vu les émissions qui ont été organisées sur l'Apocalypse, sur la Première Guerre mondiale, l'artisanat dans les tranchées, les militants qui attendaient les bombardements. Et je voulais, comme nous sommes ici en famille, et la grande famille de Tamazra, vous montrer un objet fait par Saad Afama, Madame Saad, c'est le couteau qui l'a accompagné pendant les 5 années, donc de 57 à 62. C'est un couteau qui est fait à partir d'un poignard qu'on appelle Thabous al-Hadith, donc du couteau ancien, donc il y a l'histoire. Le manche qu'il a fabriqué de ses mains dans un des ateliers de Gounaman, Mizarana, ou Kifado. Le manche est une douille de la mitrailleuse 12-7 qui est montée sur les avions, qui faisait ce qu'il faisait, et avec le fourreau qui est fait avec le bois d'Ekfado et le cuir probablement de l'un des premiers fusils de chasse des maquisards qui ont fait leur devoir. L'aspect est fait pour... Désolé, je n'ai pas elle est chez mon frère la médaille que le colonel Ameroche lui a accrochée le 15 novembre 1958, après la fameuse affaire des Bleus. Il a réuni tous les soldats qui étaient à Fadou, ils étaient près de 3000, et il y avait ce jour-là 8 survivants du 1er novembre 1954 dans le Saad Ammar. Et la photo que vous voyez dans la médaille ici, elle est faite certainement à Athénia, c'est-à-dire que les bijoutiers d'Athénia travaillaient la nuit pour autre chose que pour les bijoux. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.